Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième journée de Skills of Tomorrow. On est ravis d'être avec vous encore aujourd'hui pour une super matinée qu'on démarre sur la Skills-Based Organization. Un terme que vous avez dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la SBO, comme on l'appelle, un acronyme, un nouvel acronyme dans le monde de la formation depuis quelques mois, quelques années. Et pour décrypter comment on construit une Skills-Based Organization, on a la chance d'avoir Habiba de Somfy Group, qui va venir nous raconter le monde de l'entreprise, comment dans les coulisses on réussit à construire cette skills-based organization. Bonjour Habiba. Bonjour à tous. Et on a Vincent Raymond de Force Group. Toi, tu es l'expert de la skills-based organization. Enfin, tu fais partie de ces experts qui, en tout cas, aident les entreprises et essaient de construire ces nouvelles façons de former et former les collaborateurs aux compétences de demain. Ça tombe bien, Skills of Tomorrow, c'est pour vous accompagner avec des épisodes de 55 minutes sur comment on va construire le monde de demain, comment on va aider les collaborateurs à mieux se former peut-être demain. Et avant de lancer officiellement ce webinaire, je vous propose de vous présenter respectivement. Habiba, honneur aux femmes, je te laisse nous dire un mot sur toi, sur Somfy Group, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bonjour, donc je suis Habiba Lakhissi, directrice Learning et Développement pour le groupe Somfy. Somfy, c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la domotique et qui fabrique des moteurs pour les volets roulants. Nous sommes une entreprise basée en Haute-Savoie avec 6500 employés qui sont présents dans à peu près une soixantaine de pays. Donc une grosse ETI. Une grosse ETI, exactement. Voilà, c'est aussi le titre de ce webinaire, comment dans les ETI, au-delà des grands groupes, on peut accompagner les collaborateurs. Et Vincent, tu veux nous dire un mot sur toi? Oui, Ça bonjour, fait 25 ans bonjour Habiba, bonjour Clément, bonjour à tous. Donc Vincent Raymond, je suis le PDG de First Group, qui est un cabinet donc de conseil, de formation, qui accompagne les transformations des entreprises pour développer leur performance au travers des compétences. Et on a 3 grandes modalités. Le conseil, où on fait de l'analyse, du diagnostic et de la préconisation. Le consulting, avec de l'exécution opérationnelle en mission. Et de la formation, du développement des compétences multimodales, du digital, du blended, de la FEST, des catalogues, du sur-mesure, et un partenariat d'ailleurs avec Edflex récent que je salue aujourd'hui. Je vais avoir donc la tâche d'introduire cette intervention sur la SBO. Pourquoi on parle de SBO aujourd'hui chez First Group et avec Habiba? On travaille, nous, depuis 20 ans, sur toutes les compétences des entreprises, qu'elles soient métiers, qu'elles soient transverses, qu'elles soient sectorielles, avec un très gros focus sur le métier des RH et du learning, mais aussi des achats, des commerciaux, des managers. On travaille sur toutes les soft skills, on travaille dans le secteur de la banque, de l'assurance, de l'immobilier. Donc, on a eu l'occasion en 20 ans d'accompagner des milliers d'enjeux et de projets liés aux compétences et à la performance. On accompagne des centaines de grandes entreprises France internationale, mais aussi des ETI et des PME, grâce à des méthodes, des expertises et plusieurs centaines, je tiens à les saluer, de consultants, consultantes, d'experts dédiés aux compétences et certains qui ont déjà vécu et traversé la SBO. Donc, je vais pouvoir vous donner un élément de contexte, si ça vous convient. Ouais. Pour notre audience, selon la maturité du terme SBO, je rappelle quand même qu'on vit, on le sait bien, une transition importante à plusieurs niveaux, technologique, écologique, environnemental, géopolitique. Ça nous amène à ce que dit Edgar Morin, qui est cette époque de permacrise, donc qui est une transformation en fait continue dorénavant. Tout bouge en même temps, on le voit bien, dans les organisations, dans le mode du travail, dans le leadership, dans la hiérarchie, dans le management. La notion même d'entreprise est très mouvante. Donc, au cœur de cette accélération, déjà depuis quelques années, on a une onde de choc depuis 3 ans, qui est l'arrivée de l'IA, et qui là rebat complètement les cartes des compétences. Donc, dans ce monde qui est, on va dire, mouvant, incertain, on sent qu'il y a une recherche d'un nouvel équilibre dans le milieu du travail entre les attentes des salariés et les besoins qui évoluent des entreprises. Alors, on se pose quand même la question, dans ce monde-là VUCA, penser l'organisation hiérarchique comme des postes, comme des silos ou des intitulés figés. J'aime bien la notion de Thomas Chardin qui dit que ça relève presque de l'acharnement thérapeutique. Pourquoi? Parce que les compétences, elles sont vivantes. C'est un flux. Et l'enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu business, parfois même vital actuellement. C'est là que la SBO, donc la Skills-Based Organization, qui est un terme marketing qui est assez récent en France,
qu'on voit d'une manière beaucoup plus mature déjà outre-Atlantique et qu'on voit quand même dans certaines initiatives en France, dans des grands groupes, sur des petits périmètres ou de manière parfois inconsciente aussi dans des petites structures. Donc la SBO répond plutôt bien, semble-t-il, à ce contexte-là, puisqu'elle permet d'être une des options possibles des nouveaux modèles organisationnels qui ne sont pas exclusifs, d'accord? C'est une option. Ça répond à des enjeux business des entreprises et aux attentes des salariés, et ça permet de transformer la relation du travail d'un modèle, on va dire, rigide, hiérarchique, basé sur des postes, en un modèle plus fluide, plus équitable et centré sur la capacité humaine. Alors, avant de vous donner la définition qu'on a trouvée chez First Group, je veux se mettre d'accord sur la notion de compétence, parce que j'ai trouvé 700 définitions de la compétence en France. Celle qui m'a marqué le plus, c'est celle de Jérémy Lamry, il y a quelques jours, sur un de ses posts. Il dit que la compétence, c'est une capacité reproductible à atteindre le résultat attendu dans une situation donnée. Sur cette base-là, la définition la plus simple du SBO pour nous, c'est un modèle centré sur les compétences et aptitudes réellement mobilisables pour une mission donnée. Contrairement à la grande tendance depuis des années, ce qu'on appelle la JBO, la Job Based Organization, qui est les grandes organisations plus classiques, qui sont des structurations métiers, fonctions, la manière d'acquérir des compétences. C'est ce qu'on connaît encore beaucoup aujourd'hui en entreprise. Je me permets de t'interrompre. On a plutôt l'habitude de se dire, tiens, tu veux telle fonction, voilà les compétences qu'il faut que tu développes. Exactement, ce sont des référentiels communs depuis qu'on a tous démarré, depuis 20, 30 ans, c'est vraiment la référence, mais on sent que les choses commencent à bouger de manière, on va dire, par d'initiative, sur des petits tests, de manière inconsciente, et on va y venir. Je voudrais quand même préciser quelques exemples pour nos auditeurs, pour ceux qui découvrent cette approche-là. L'exemple d'une JBO, donc la formule actuelle, chaque collaborateur a un poste défini avec une fiche de métier fixe, les missions sont attachées au poste, les compétences hors périmètre sont peu valorisées, et le recrutement se fait souvent sur des diplômes, des postes similaires, la manière d'acquérir des compétences. La SBO, on va être beaucoup plus sur une approche d'un collaborateur mobilisé sur les compétences réelles au-delà du poste. Les missions confiées sont souvent liées aux compétences disponibles dans l'entreprise, et la mobilité est souvent facilitée par une marketplace qui confie des missions au jour le jour et pas sur un poste figé à l'année. Donc depuis 2 ans, on a fait beaucoup de présentations déjà de concepts de cette SBO, et on a décidé cette fois-ci avec Clément de vous partager un cas réel, au travers d'une REX, d'un retour d'expérience, avec un invité qui l'a vécu de l'intérieur et acteur, donc Abiba, et merci de l'avoir accepté. On avait identifié une dizaine d'entreprises, à peu près, pas plus en France, qui sont vraiment avancées sur la SBO officiellement. Doctolib, on en avait parlé, Natexis, La Poste, SBM Offshore, Pernod Ricard. Et Abiba m'a séduit parce qu'on se connaît depuis longtemps. On avait travaillé ensemble déjà il y a une vingtaine d'années, parce qu'elle propose une approche qui, je trouve, montre l'accessibilité de la SBO, la progression, côté confiance dans la progression et la valeur qui a été créée. Donc Abiba, si tu veux bien, je te laisse peut-être nous donner le contexte de départ de Somfy à ton arrivée. Oui, merci Vincent. Donc effectivement, la SBO, quand je suis arrivée chez Somfy, donc Somfy, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par la famille Despature. Donc la famille Despature, c'est Damartex, tout le monde connaît Damar, la marque, la célèbre marque Damar. Et c'est une société qui était plutôt une société, je dirais, composée d'entrepreneurs avec différentes entités, des bureaux de distribution, des usines, et qui fonctionnaient de façon assez indépendante. Quand je suis arrivée chez Somfy, la fonction learning et développement n'existait pas. Donc je suis arrivée chez Somfy il y a maintenant 5 ans, et la formation était c'était une formation assez diffuse, une formation classique. On faisait de la formation par thématique. Et ce projet de SBO, c'est un projet avant tout, c'est une aventure humaine qui est jalonnée d'obstacles, de réussites et d'arbitrage. Et à travers cette démarche de Skills Based Organization, on a voulu vraiment mettre en place une organisation qui va devenir un levier pour l'entreprise, comme tu l'as décrit, Vincent, pour gagner en agilité dans la transformation du business.
D'accord. Quelle a été la motivation de départ et par qui? D'où ça vient? Alors, la motivation de départ, c'était en fait, comme je l'ai dit, c'est une entreprise, familiale, qui a vécu, beaucoup de transformations comme la majorité des entreprises, donc des transformations digitales, des transformations, géopolitiques, des transformations, Mmh. organisationnelles Mmh. pour pouvoir, rester performante. Donc la première motivation, je dirais, est venue de l'organisation. La transformation de l'organisation, ça a été un moteur, déclencheur pour Somfy, puisqu'on est passé de cette, fédération, d'entrepreneurs à une organisation par fonction. Donc cette organisation, par fonction, c'est pas une organisation qui se veut, complètement, centralisée avec un modèle corporate, top down. C'est une organisation qui est plutôt, fédératrice. C'est-à-dire que l'ambition était de se dire: «On va partager des processus, communs, des outils communs et des compétences communes». Donc avec ce modèle, fédérateur, où on a cette approche où on partage, on a un langage commun, il est important aussi de réfléchir à la dominante, compétence. Et un des éléments, critiques, c'était de se dire: «Si nous ne sommes pas d'accord sur les compétences qui sont les plus, stratégiques, comment, nous allons faire, comment Mmh. nous allons être ensemble et comment nous pouvons, faire avancer, l'organisation». Donc ça a été vraiment un élément, déclencheur pour nous, ce changement organisationnel. D'accord. Tu m'avais dit que les directions métiers avaient été, confrontées à de nombreux défis aussi. Tu vas peut-être nous en parler. Quelle a été déjà la toute première étape du coup, d'initiation de la SBO chez vous? Une des toutes premières étapes, de la SBO, c'était de se dire, on a comme tout le monde des modèles des GEPP Mmh. qui sont mis en place, donc avec, dans le passé des référentiels, de compétences, des listes à l'après-vert, qui étaient, plus ou moins, utilisées. Et donc l'objectif, c'était de se dire, avec ces organisations, fonctionnelles par métier, comment on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à créer un référentiel de compétences communs et avec les directions métiers. Donc c'est un travail, que je tiens à le souligner, où je n'ai pas travaillé avec les équipes RH, Ouais. en direct, mais vraiment avec les fonctions métiers. Mmh. Nous avons essayé d'identifier d'abord 5 compétences qui sont, transférables, c'est-à-dire qui sont communes à l'ensemble des fonctions. Donc c'est aussi un exercice, d'équilibriste, de se dire: «Comment on fait pour se mettre d'accord tous ensemble sur les compétences qui sont, transférables et qui sont communes à l'ensemble des fonctions?» On a à peu près, une dizaine de fonctions, au sein du groupe, Somfy. Donc ça a été un travail de longue haleine d'identifier ces compétences et de se dire aussi: «Qu'est-ce qu'on met comme définition?» Comment on se met d'accord, pour se dire: «Bah, cette compétence-là, voilà la définition qui est commune à l'ensemble des fonctions et voilà comment on va vraiment observer ces compétences et on va se mettre d'accord pour se dire: "Bah, cette personne, elle est compétente sur tel sujet" et on a la même compréhension de la compétence. Donc ça, c'était vraiment, un exercice, d'arbitrage avec l'ensemble des fonctions qui a J'ai une nécessité pas question, mal de comment on choses. organise cet exercice? Parce que c'est jamais simple, j'imagine que tout le monde a un peu son avis sur le sujet. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a une méthode. Donc, j'ai travaillé sur une méthodologie commune, déjà pour se dire qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la définition d'une compétence? Est-ce qu'on est tous d'accord sur les niveaux de compétences qu'on souhaite mettre en place? Est-ce qu'on est d'accord qu'on va pas travailler sur l'ensemble des fiches emploi? Parce que dans des fiches emploi, vous pouvez avoir 2 à 3 personnes et dans certaines fiches emploi, vous en avez plus de 10. Donc, de mettre en place quelques principes, de se dire, ben, on va travailler sur 70% des fiches emploi qui sont les plus représentatives de nos métiers et de se mettre d'accord sur cette méthodologie, cette façon de travailler. Donc, ce sont à peu près en gros les grandes règles de travail pour avoir un langage commun et une préparation commune. Du coup, j'imagine qu'il y a quand même une conduite du changement à mener. Comment vous avez géré tout ça?
Tout à fait, la conduite du changement est en cours. Donc, la conduite du changement a été menée avec est en cours et menée avec les équipes, déjà sur la compréhension du vocabulaire, l'implication aussi des sponsors. Parce que, comme je l'ai dit, je travaille avec les directions métiers, donc l'implication des directions métiers en tant que sponsor du projet. Ça a été un vecteur important. Donc, de travailler sur des plans de communication autour des compétences, d'inclure aussi cette démarche compétences dans les principaux processus RH, dans les entretiens de développement, dans les processus de recrutement. Donc ça, ce sont des leviers importants, ce qui permet de rendre pragmatique l'utilisation des compétences et de se dire on est en capacité de comprendre que ces compétences-là, elles ont une valeur ajoutée parce qu'elles vont nous permettre de recruter, de développer les équipes, et c'est un fil conducteur dans nos processus RH, mais aussi en parallèle dans les feuilles de route des fonctions. Tu me parlais d'un rôle important aussi des managers, hein, le relais managérial, leur sensibilisation et l'adoption, peut-être tu reviendras tout à l'heure, Oui. Mais je sais que ça avait été un des éléments déterminants. À ce stade de, de ton explication et de ton retour d'expérience, Abiba, on a recueilli avec Clément et les équipes 4 grandes idées reçues, c'est le thème aussi de ce matin, 4 grandes idées reçues sur la SBO au sein des ETI, dont Somfy fait partie, ou des grosses PME. Donc, on en a identifié 4. Alors, je te partage les 2 premières sur lesquelles je vais t'interroger pour avoir ton avis de l'intérieur. Sur la proximité, déjà, on a entendu notre agilité vient de la proximité avec les dirigeants. Or, pour moi, c'est une fausse agilité, hein, parce que la dépendance aux individus n'est pas transmissible. L'agilité relationnelle ne se scale pas, malheureusement. L'agilité systémique, oui. Donc, la SBO, l'ambition de la SBO permettrait de passer de « je sais qui appeler » à « je sais quoi mobiliser ». Donc, je vais t'interroger sur cette partie-là. Et sur la deuxième idée reçue, c'est sur la taille. Et là, on a parfois, on est beaucoup trop grand, c'est compliqué pour lancer une SBO aujourd'hui, ou nous sommes trop petits pour structurer les compétences. Or, dans les petites structures, les rôles sont en général plus flous, les dépendances sont fortes, on a parfois de la sursollicitation ou sous-sollicitation, et puis surtout, ça coûte plus cher. Les risques sont évidemment majeurs. La SBO donc, permettrait, sur la taille, de clarifier les contributions, d'accélérer la mobilité et de gérer un meilleur staffing. Et le conseil, nous, qu'on donne justement, c'est d'avoir plutôt des petits périmètres sur des compétences critiques, et en effet, comme tu le disais, plutôt peu de compétences. Donc, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire éventuellement sur la proximité dirigeant ou sur la taille, justement, pour Somfy, pour la mise en place de la SBO? Alors effectivement, c'est une idée reçue de penser que la taille d'une entreprise est un obstacle. On est, qu'on soit une ETI ou un groupe du CAC 40, on est tous confrontés à une certaine agilité de nos équipes, à une polyvalence, et nous sommes en transformation continue aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et il est important, tout comme il est important de maîtriser les données de l'entreprise, il est important de maîtriser les compétences d'une entreprise. Donc les compétences, c'est effectivement un levier clé, parce que c'est à partir des compétences qu'on peut recruter. Donc le recrutement, un recrutement fiable est important quand on investit dans la mise en place de référentiels de compétences, et ne pas le faire, le coût. Je n'ose pas voir le coût important en termes d'erreurs de recrutement ou de mauvais positionnement d'un collaborateur dans une entreprise. Donc c'est vraiment un levier. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un luxe pour les entreprises de mettre en place des politiques de talent ou des politiques de GEPP, puisque c'est indéniable que c'est un outil de pilotage à la fois pour les managers, mais aussi pour les équipes RH. D'accord. Donc, la taille n'est pas forcément un frein pour toi. D'accord. On a 2 autres idées reçues qui sont remontées pour préparer cette intervention sur la polyvalence. On a eu une remontée. Nos équipes sont polyvalentes, donc nous sommes déjà agiles. Moi, mon avis là-dessus, c'est que la polyvalence, certes, elle est individuelle,
L'agilité, elle est organisationnelle. Le risque, donc, de ce qu'on peut observer, c'est d'avoir des recrutements, du coup, opportunistes, peu d'anticipation et pas de vision des compétences du futur. Donc l'ASBO permet un alignement justement des stratégies business avec les compétences recherchées, une anticipation des besoins et un meilleur pilotage des écarts critiques. Et la quatrième idée reçue sur laquelle je t'interroge aussi, c'est cette notion d'accompagnement. J'ai vu 2 cas différents, on se débrouille seul, on fait appel à l'externe. On m'a remonté, l'accompagnement externe pourrait nous coûter cher et rigidifier notre organisation. Or, de notre principe, mais je suis un peu évidemment jugé parti, faire soi-même, il me semble, coûte plus cher. Parce que vous avez des non-experts dans les équipes qui sont mobilisés sur un day-to-day déjà assez chargé, pas de prise de recul, et les erreurs, là, peuvent coûter très cher. Donc j'aimerais aussi pouvoir t'entendre là-dessus, sur ces deux idées reçues, donc de la polyvalence et de l'accompagnement externe. Oui, alors sur le premier sujet, sur la polyvalence, effectivement, les équipes sont plus ou moins polyvalentes. Toutes les entreprises sont enclins à mettre en place des politiques de mobilité interne. Et je dirais que cette polyvalence, il faut être en mesure de la capturer et de la cartographier. C'est important de comprendre quelles sont les forces en présence, les compétences que nous avons au sein d'une organisation. Avoir la polyvalence sans pilotage, c'est un peu compliqué de nos jours. Donc effectivement, même si on a des équipes polyvalentes, il est important de cartographier les compétences pour favoriser les mobilités qu'on peut piloter et planifier pour anticiper les besoins de demain, mais aussi les compétences qui peuvent devenir obsolètes, puisque certaines compétences aujourd'hui sont obsolètes très rapidement. Tu en parlais en début de cette session, l'IA bouleverse énormément nos processus métiers. Et il est important de prendre un peu de recul par rapport à ces compétences. Et pour répondre au deuxième point sur l'accompagnement, il est vrai qu'effectivement, ça peut être... il y a 2 sujets. Le premier sujet, on a la tête dans le guidon et c'est compliqué de pouvoir prendre ces sujets de A à Z avec une vision 360 sur le sujet. Donc, c'est important d'être accompagné, d'avoir quelqu'un une société ou un consultant qui peut nous aider à prendre un peu de recul et qui peut challenger, avoir un œil frais sur ce sujet-là, avoir des benchmarks par rapport à notre taille d'entreprise, à notre contexte métier, ça peut être aussi intéressant. Et puis le deuxième sujet aussi, c'est de se dire, d'apporter une crédibilité, parce que nous, les RH, on a tendance aussi à ce qu'on nous dise, ah bah oui, mais tu vas porter ce sujet, tu portes le L&D, comment se fait-il que tu as toutes ces casquettes? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que tu es vraiment en capacité de m'accompagner? Quelle va être la charge de travail? Et le fait d'être accompagné, ça libère un peu plus la parole aussi pour l'ensemble des équipes. Donc, c'est un sujet qui peut être aussi adressé par l'accompagnement et qui permet d'avoir un peu de respiration pour la direction L&D ou les responsables formation aussi. J'ouvre une parenthèse sur les outils. Est-ce qu'il faut des outils pour accompagner tout ça? Pareil, certains nous ont dit non, on peut tout faire nous-mêmes avec nos équipes. D'autres disent non, il faut s'équiper d'outils spécialisés. Comment ça marche et qu'est-ce que vous avez Moi, fait? je trouve que c'est dommage de s'en passer, puisqu'aujourd'hui, on a des outils qui sont très performants. Claude a sorti pas mal d'outils sur la partie skills. Skills GPT aussi est plutôt performant. Donc, on a des petits nudges qui peuvent nous aider à démarrer. Ce serait dommage de partir d'une... C'est vrai que l'IA aide beaucoup pour ces sujets-là. Tout à fait. En tout cas, c'est l'IA ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout. Partir d'une feuille blanche, c'est un peu dommage quand on a ces outils qui peuvent nous aider à partir des fiches de poste, des descriptifs de poste, des contextes de l'organisation, des feuilles de route, de la stratégie. On peut concevoir des embryons de référentiels de compétences avec des revues des managers, comme je l'ai dit auparavant, parce que c'est tout à fait dans la co-construction, puisqu'il ne faut pas jargonner. Il faut vraiment que les définitions et les descriptions de ces compétences correspondent à la réalité de terrain et à la réalité future, que les équipes puissent se retrouver dans ces libellés de compétences. Donc, il y a quand même un travail qui est demandé par les équipes managériales et il faut un chef d'orchestre, donc que ce soit une personne qui est dédiée sur le sujet en interne ou un consultant externe, il y a une gouvernance à mettre en place. Je rebondis sur vos 2 sujets, Abiba, Clément.
Bon, sur les outils, la data, on sait que c'est un des éléments clés, hein, il y a quand même beaucoup de data dans une entreprise de 6500 personnes. Donc, il y a un travail souvent qui est préparé en amont. En effet, comme tu le dis, souvent dans une gouvernance avec un regard externe, on a, et puis Clément, on est très investi, Clément et moi, sur EdTech France, on a quand même de magnifiques entreprises françaises qui ont beaucoup investi et intégré les nouveaux outils de l'IA au quotidien pour les retraduire en approche fonctionnelle pour ces sujets-là, compétences. Je ne les citerai pas aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, ils sont complémentaires et j'invite vraiment notre audience à se pencher aussi sur, non pas directement brut, les outils IA existants, surtout américains ou autres, mais pouvoir commencer à voir ce qui est fait au niveau français par ces formidables sociétés qu'on a qui savent déjà traduire, intégrer, accompagner les clients sur des use cases de métier. Et tu me disais aussi sur l'aspect externe, ce qui avait beaucoup plu, c'est l'accompagnement de la gouvernance, la crédibilité, donc avec un sponsor, une direction générale, et je pense que d'avoir un appui externe avec des consultants confirmés en la matière peut aider, et que ça avait donné aussi confiance aux équipes. Et j'avais apprécié. Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet, effectivement, quand on est accompagné par un consultant, c'est un sujet, effectivement, qui les équipes se disent, c'est un sujet qui est important puisqu'il est porté par la direction et on a un accompagnement qui est dédié. Donc, c'est aussi un message qui est assez crédible. D'ailleurs, si je me trompe, tu as presque joué un rôle de consultante au sein de Somfy parce que tu as eu une expérience aux États-Unis où tu avais déjà commencé à toucher à ces sujets-là de mémoire. Tout à fait, tout à fait. Je suis certifiée en compétences, en competency design et effectivement, j'avais travaillé dans le oil and gas avec Exxon où j'avais mis en place pas mal de référentiels de compétences. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, l'approche SBO existe déjà depuis une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Donc, tu avais cette double casquette d'acteur et en même temps consultante interne. J'avais quand même fait appel à une consultante externe tout à fait pour travailler avec moi sur ce sujet-là. C'est vrai. Est-ce que vous avez la réponse de pourquoi aux États-Unis, ça fait 15 ans qu'on le fait et en France, ça fait 1 an et encore, tu le disais, il y a vraiment une dizaine d'entreprises qui l'ont mis en place. C'est quoi la raison? C'est parce que les Américains vont toujours plus vite que les Européens ou c'est parce que le monde a changé rapidement récemment? Est-ce que vous avez une réponse? Prennent des décisions directement sur X, donc ça va pas vite. Non, je pense... Je pense qu'il y a une notion qui est très importante aux États-Unis et moi, quand j'ai travaillé aux États-Unis, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand on recrute quelqu'un, on est tout de suite dans l'attente de voir ses compétences mises en œuvre. Donc, évaluer les compétences et s'assurer qu'on a mis la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences, c'est un élément clé. Et si on se trompe, on peut tout de suite rectifier le tir très très vite, ce qui n'est pas le cas en France, et de se dire c'est un investissement sur du long terme. Donc je recrute cette personne, pas seulement sur ses compétences passées, mais sur ses compétences et ses aptitudes futures. Donc je fais le pari que cette personne va avoir un potentiel important sur les 2-3 prochaines années, et je l'évalue pour démontrer que ses compétences sont au rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très prenant aux États-Unis. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les politiques dans le recrutement, on regarde beaucoup plus les compétences, les certifications. Il y a énormément d'accréditation dans tous les métiers, des communautés où les gens doivent montrer patte blanche. C'est pas tellement par rapport à l'entreprise où on a travaillé ou l'expérience qu'on a, mais l'accréditation par les pairs, par des centres d'excellence qui est valorisée et qui est demandée dans les recherches d'emploi. Donc c'est un élément qui est très très important. On entend beaucoup parler des badges et autres. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années. Ce qui, chez nous, en France, est plutôt à un stade, je dirais, embryonnaire. Oui, en gros, là-bas, le salarié, c'est du ROI avant tout et du business, quoi, d'après ce que je comprends et ce que j'ai pu observer, d'où cette avance de ta bonne question, Clément, et de ta réponse que tu l'as vécue de l'intérieur. Habiba, pour en revenir à Somfy, où en êtes-vous, du coup, actuellement, et quelles sont les prochaines étapes?
Alors chez Somfy, on a effectivement sur la partie, tu me posais la question Clément, sur la partie conduite du changement, donc on a fait pas mal de pilotes. Donc on a fait quelques pilotes qui ont été qui ont plutôt bien fonctionné. Donc là, on est en phase d'industrialisation. On prépare ces référentiels pour l'ensemble des métiers et on s'appuie aussi sur la solution 360 Skills qui va nous permettre d'intégrer ces référentiels de compétences et de les distiller dans tous nos processus RH. Ils sont déjà intégrés dans les feuilles de route des fonctions, mais maintenant on va les instiller dans les processus RH, dans nos outils de SIRH et dans l'outil 360 Skills. D'accord, merci Abiba. Merci déjà pour cette arrivée de témoignage que je trouve passionnant. Merci vraiment d'être venu, c'est important pour nous. C'est un cas qui est concret, qui est réel, qui est réussi, qui est précurseur, tu fais partie des précurseurs. Il y a certainement à essuyer des plâtres, mais au bénéfice des autres. Une petite synthèse déjà sur les 4 préjugés qu'on a évoqués tout à l'heure. On voit bien que les entreprises, en tout cas en France, dans certaines tailles, confondent parfois vitesse court terme et performance long terme. Ça reste souvent dans l'informel, dans l'intuitif, dans le non piloté parfois, plutôt PME. Donc en synthèse, la SBO, de ce que j'en retiens, de ce qu'on évoque ensemble depuis un moment, c'est elle permet une fluidité des ressources pour une amélioration de l'efficacité, une décision sur la base de données, de créer des liens plus directs aussi avec les priorités, et puis une allocation quand même dynamique et systémique des ressources. C'est cette agilité-là qui va compter. Pour Abiba, peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un message plus personnel à adresser aux ETI qui nous écoutent ou aux PME, avec des directeurs formation qui seraient en ligne et qui diraient « Tiens, pourquoi pas moi ?» Voilà, quel message d'encouragement tu pourrais leur adresser? Alors, moi, le message par rapport à mon retour d'expérience, je dirais que c'est plutôt une phase exploratoire. Donc, j'encourage les directions formation à tester, à explorer ce sujet, à le faire découvrir aux équipes, parce que parfois, ça peut paraître flou pour certaines directions métiers. Donc, de sensibiliser les équipes et autour de ce sujet de Skills-Based Organization, et de démarrer par un ou 2 pilotes, de commencer vraiment petit, step by step pour pouvoir lancer ce sujet. Donc c'est un sujet qui est passionnant et qui apporte de la valeur ajoutée à l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est très important pour les collaborateurs de comprendre les opportunités de développement, de mobilité interne, et aussi pour l'entreprise en termes de marque employeur, d'être en capacité d'identifier les compétences qui sont requises pour des missions données. Je ne parle pas de postes, mais des missions données. C'est un élément qui est vraiment moteur pour la marque employeur. Et j'ai bien aimé les termes que tu as dit, donc je les cite. Dans ces messages-là, c'est faire simple, démarrer avec ce qui compte, s'attacher au métier, du concret, du terrain, et ne pas laisser la culture de côté. Et tu l'as résumé par un cocktail. Alors, c'est pas l'heure des cocktails, mais le cocktail, tu nous as dit simplicité, pertinence métier et vigilance à la culture. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est bien résumé. C'est de toi et je me suis permis de le reprendre. Et peut-être qu'avant de prendre les questions, merci en tout cas Abiba, c'est très précieux d'avoir ton témoignage. Toi Vincent, oui. Si tu devais résumer les grandes étapes oui. de ce que tu observes, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Très bien. Combien il y a d'étapes si on démarre de zéro, et comment on fait si demain on se lance dans ce projet? Oui, alors les étapes, on en aurait identifié une dizaine qui vont d'intégrer la gestion des compétences à la stratégie de l'entreprise, créer une gouvernance interne, externe, réécrire les descriptions de postes, mais en mode compétences, cartographier les compétences, intégrer la data et les outils. On arrive ensuite sur la culture d'apprentissage continu. Ça ne doit pas rester au niveau uniquement de la gouvernance, direction générale ou DRH. Le relais managérial est capital, et la sensibilisation des collaborateurs dès le départ, c'est ce que vous avez fait aussi. Connecter les compétences aux usages, transmettre dans les pratiques managériales et embarquer progressivement l'organisation en cercle concentrique, tout en mesurant régulièrement les écarts et ne pas faire seul. Donc ça, c'est pour la partie vraiment résumé des étapes, on va dire, un peu théoriques et de principe général de ce que j'ai pu observer. Mais en conclusion, sur l'ASBO, on peut comprendre que ce n'est pas qu'un concept, c'est une réalité pour certains, et ça va être un défi pour d'autres. Donc le témoignage d'Abiba, qui en plus ce triple regard
qui a à la fois vu les États-Unis, qui a aussi pu le mettre en place chez Somfy et qui a eu d'autres expériences parallèles qu'on a travaillées, me parle beaucoup parce que la réalité nous montre que les compétences, elles évoluent, ça tout le monde le sait, elles s'usent, elles se combinent, elles disparaissent. On parle beaucoup de upskilling, de reskilling depuis longtemps, et ce n'est pas du vocabulaire à la mode. Hein. On est plutôt sur, pour moi, une grammaire aujourd'hui du travail contemporain. Donc la SBO n'est pas un dogme de certains professionnels des RH, c'est bien un défi opérationnel que je résume de la manière suivante, ça va être passer d'une logique de statut à une logique de capacité, c'est de passer d'une promesse abstraite à des expérimentations concrètes, et puis c'est d'un discours sur l'employabilité qu'on entend beaucoup à des choix organisationnels courageux. Parce que la vraie question, pour moi, n'est plus est-ce qu'on doit mettre en place une structure organisée autour des compétences. La question, c'est qui va y aller, quand, qui va tester, se planter un peu, essuyer des plâtres, pour vraiment en tirer les principaux bénéfices. Et là, dans ce monde de toute façon qui devient de plus en plus instable, la compétence n'étant pas un stock, ça va devenir un enjeu vital. Donc pour moi, c'est, comme j'en parlais avec Thomas Chardin la dernière fois, ça va être finalement une responsabilité historique pour les DRH de passer de l'intention à l'action. C'est pour ça que First Group s'engage auprès de ses clients depuis déjà plus de 2 ans pour essayer de les convaincre d'y aller petit pas par petit pas. Ce témoignage nous aide à rassurer certains de nos clients qui se posent la question d'y passer. Et je dis souvent, on ne structure pas pour rigidifier, pour contrôler, pour alourdir. On va structurer pour faire émerger la performance et l'épanouissement, l'employabilité aussi des collaborateurs pour qu'il y ait beaucoup d'enjeux. Et du coup, c'est ouvrir une nouvelle ère au final, lancer la Skills-Based Organization, et ça fait le lien avec les questions qu'on va prendre. On a reçu pas mal de questions pour toi, Habiba notamment, et je vais prendre une des premières questions d'Isabelle qui nous demande si ce travail de SBO a été accueilli positivement par les salariés au sein de Somfy. Comment ça a été accueilli? C'est la question précisément. Et est-ce que cela a eu un impact sur leur engagement, leur reconnaissance interne, leur valorisation? Alors ce travail a été accueilli de façon, au départ mitigée, puisqu'effectivement c'est la première fois qu'on lance, ce type, d'initiative. Mais au fil du lot, dans une optique de préparation de carrière, de mobilité interne, les collaborateurs, voient, la valeur ajoutée d'anticiper leur next step, et c'est un point important puisqu'ils ont un moyen d'avoir des discussions factuelles avec leur manager sur la base de compétences. Donc ça a été un élément important, et ils peuvent aussi se comparer par rapport aux autres collaborateurs du groupe, à d'autres métiers, et se dire où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière, quels sont les projets de mobilité qui sont plausibles pour moi. Donc c'est au fil de l'eau, en termes de conduite du changement, il y a une appropriation de cette approche. Il y a une question en lien avec ce que tu viens de dire. Comment cette mise en place se fait versus le salaire? J'imagine que la question de Juliette est, si j'ai atteint les compétences qui ont été demandées, mon collègue, pareil, est-ce qu'on a la même augmentation? Comment vous gérez ça? C'est une très bonne question. C'est un sujet qu'on n'a pas encore adressé. C'est un sujet qui vient souvent sur la table, puisqu'on est aussi en train de revoir notre système de grading. Donc, on attend de gagner en maturité sur cette skills-based organization dans un premier temps. Effectivement, au fil de l'eau, il y aura ce sujet de salaire qui sera aussi un sujet important pour qu'il y ait un alignement entre l'évaluation des compétences, l'évaluation de la performance et la rémunération salariale. Une autre question, tu veux commenter? J'aurais juste précisé sur la première question, j'ai un des clients, parmi les 10 que j'ai cités, je ne dirai pas lequel, qui était dans la même démarche que Somfy, donc compréhension des transformations en cours et des enjeux. Et le déclenchement de la première étape est venu d'une enquête interne, RH, où les collaborateurs se plaignaient de ne pas avoir de visibilité sur leur mobilité interne et leur possibilité de parcours interne, et commençaient à partir. Et ça a été un déclenchement, ça a été plutôt issu des collaborateurs avant tout, plutôt que de l'entreprise. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant aussi, de dire que mettre en place la SBO répond vraiment à ces attentes, ces nouvelles exigences qu'ont les salariés, de pouvoir se projeter, se sentir dans une entreprise qui développe, qui est transparente, qui donne les moyens, et cette SBO le permet.
Je pense je rebondis aussi sur la dernière question, il y a un message qui me vient à l'esprit. C'est toute la partie, transparence salariale qui va être, qui va mise arriver. qui va arriver prochainement, donc Mmh. l'exercice va être fait, Ouais. j'imagine, dans les prochains mois. On a une autre question de Rachel qui nous dit: quid d'une certification interne dans le cadre de la valorisation des compétences? Est-ce L qu'on aurait une certification pour valoriser des compétences ou pas? Je pense que Oui, c'est le sens de la c'est question. effectivement, il peut arriver que l'on mette en place des certifications internes. Nous, par exemple, dans les parcours, commerciaux, on a des systèmes de badges qui permettent de valider des niveaux de compétences. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi, mettre en place, qui est reconnu, qui est reconnu dans l'entreprise et qui permet de valoriser une certification, interne. OK. Juliette nous posait aussi une autre question. Quelles sont les 5 compétences transférables que tu as citées précédemment et communes identifiées chez Somfy? Alors, de tête, on va essayer de s'en rappeler. Est-ce que tu as commencé? C'est un petit Heu, challenge. c'est un petit challenge. Alors de tête, il y en a 2 qui me viennent, rapidement à l'esprit. C'est toute la partie, travail en cross collaboration. Ça, c'est une compétence, clé qui est commune. La compétence de gestion de projet qui est commune. La négociation qui revient, beaucoup, et toute la partie, je dirais, résolution de problèmes. Mmh. J'en ai déjà 4, c'est pas Mmh. mal. Est-ce que j'arrive à en trouver, une dernière, sur la partie, Bon, sinon, on pourra les Recherche de renvoyer. solutions. voilà, on peut la renvoyer. Recherche de solutions. Recherche de solutions, Problem pourquoi pas. solving. Problem solving, ouais. Et moi, j'ai une question, Abiba. Tu parlais tout à l'heure de Doctolib qui a mis aussi en place la Skills-Based Organization. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis une compétence IA. Et ils nous avaient parlé de l'AI fluency, un peu comme on apprend l'anglais chez Doctolib. On doit être fluent dans la maîtrise de l'IA. Est-ce que vous avez mis en place une compétence dédiée à la maîtrise de l'IA ou est-ce que vous l'avez un petit peu essemé au sein des différentes compétences qu'on retrouve pour les collaborateurs? Comment vous avez géré cette notion de « je dois maîtriser l'IA » ? Alors, l'IA, c'est une compétence, qui est pas transverse, pour nous. C'est une compétence qu'on a plutôt, esseumée à travers les référentiels, métiers. Parce que c'est une compétence qui est adossée aussi à des process, parce que toute seule, l'IA, effectivement, aujourd'hui, savoir prompter, ça a pas trop c'est vraiment, limité. Donc il faut que ça soit adossé à des outils, à Bien des sûr, un process, vrai cas etc. d'usage. Avec des cas d'usage, donc c'est vraiment, spécifique au métier. Ok, donc pour l'instant, vous en êtes là et Voilà, vous on en réfléchissez est ici, après la tout à suite, fait. j'imagine. Ok, est-ce que Vincent, tu as peut-être une dernière question, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et on a des merci, Abiba, pour tes réponses. Donc, en effet, Ouais, merci Merci à à toi tous pour pour votre... votre merci. Je pense que là, on a eu quand même quelque chose de très important avec ta présentation. C'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris l'enjeu global de la SBO. Il y a beaucoup de curiosité depuis longtemps et je pense que les entreprises attendent de voir qui s'y est lancé, quels sont les retours d'expérience. Oui, il y a un peu de casse, on a essuyé des plâtres pour certaines entreprises, mais je pense que c'est un sujet qui commence vraiment à être aujourd'hui bien intégré, qui se fait par bout dans les grandes entreprises, parfois de manière consciente, inconsciente, officielle, non officielle. Et je pense que des témoignages comme tu nous apportes aujourd'hui avec ce triple regard que tu as, y compris des États-Unis, est essentiel. Donc oui, on aurait probablement d'autres questions à évoquer sur est-ce qu'on est déjà SBO? Ça peut être un élément intéressant. La logique SBO, c'est les compétences qui influencent réellement les décisions. Alors on me dit parfois, est-ce que je suis SBO? Donc on avait identifié quelques questions, c'est dans le cadre de notre approche qu'on fait au démarrage quand on démarre nos missions. On fait un diagnostic et on montre en fait qu'une grande partie est déjà sous cette forme SBO. Donc les questions vont être sur la traçabilité des compétences. Pouvez-vous suivre l'évolution réelle des compétences en temps réel et dans le contexte d'acquisition? Ben, parfois oui, parfois non. Le travail est-il le premier levier de développement des compétences? Valorisez-vous des profils différents pour un même rôle? Pouvez-vous mobiliser rapidement des compétences indépendamment de la hiérarchie? Et donc, c'est tout un tas de questions, une série de questions qui est mise en place pour faire un diagnostic et se rendre compte qu'une bonne partie est déjà faite, qu'il y a juste à l'orchestrer et s'y lancer officiellement. Mais en tout cas, encore merci Abiba, merci Vincent. J'espère Merci. qu'on a pu vous Merci, éclairer Abiba. sur le thème de SBO qui n'était peut-être pas clair pour vous en venant ici. J'espère vous avoir apporté toutes les clés avec ton témoignage notamment. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure avec 365 talents
que tu connais bien aussi, Oui. Vincent, nos amis de 365 Talents qui vont nous rejoindre, avec Safran pour parler de la personnalisation dans la formation, sujet tout aussi important. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier webinaire, cette première émission de la 3e journée de Skills of Tomorrow. Et on vous dit à dans 15 minutes. Bonne journée à tous.